Bonjour à tous, j'espère que vous êêtre bien réveillés. Ça va pas être une session des plus simples, surtout avant manger. Euh, alors, donc nous allons voir comment sécuriser un FileMaker serveur sur Internet. Donc ça va passer par plein de notions qui vont vous intéresser. Alors tout d'abord, je refais une courte présentation de moi. Je travaille donc chez Lesterius pour la marque FM Connection qui s'occupe principalement de l'hébergement pour nos clients. Je suis arrivé donc dans l'entreprise à partir de la version 13. J'ai fait mes armes un petit peu sur les versions 11 et 12 et donc jusqu'à maintenant, ce qui m'offre un panel de connaissances assez intéressant sur les versions de FileMaker Server. Sur ma personne, je dirais que je suis quelqu'un d'assez passionné, donc j'aime tout un tas de choses. Déjà, j'aime ce que je fais quotidiennement à mon travail, j'aime les vieux cyclomoteurs, le Moyen-Âge et le lombricompostage. Voilà. Je ferai une autre session d'1 heure sur le lombricompostage un peu plus tard. Et les mobylettes. Enfin, ce que vous voulez. Pour ceux qui m'ont vu l'année dernière avec les cheveux courts, ça va mieux. Et donc voilà, donc une petite photo de ma famille. Oui, ça a poussé, oui. Non, il manque personne. C'est ma fille. Ah non, elle est pas là. Commençons. Donc je vais parler de la... Tout d'abord, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont été contraintes de faire de l'hébergement? Donc des personnes qui développent en FileMaker et qui un jour se sont retrouvées dans la situation à devoir héberger une base de données sur un serveur. Oui. J'insiste bien sur le terme contraint. C'est pas toujours volontaire. Donc nous allons parler de la société Clip Factory, qui est une société très très sérieuse et très très connue de fabrication de trombones. Et ils ont un nouveau produit, qui est le premier trombone connecté à Internet. Je ne développerai malheureusement pas le concept là, c'est encore un peu sous NDA et j'ai pas toutes les infos. Donc nous avons Eric, qui pour cette société a développé une app personnalisée, donc FileMaker Pro, Go et WebDirect. Et du coup, comme il avait quelques notions de FileMaker, on lui a dit « Eric, tu es hostmaster, donc tu vas devoir t'occuper de l'hébergement de nos bases FileMaker. » Eric est très content. Voilà, c'est sa tête de content. Et là, il se pose plein de questions, il se dit « Bon, super, mais comment on fait ça ?» Il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est où? Où? Comment? Oui, la première question, comment? Et puis du coup, pour la sécurité, comment on fait? Donc il a été se renseigner un petit peu sur Internet et bon, il a vu des chiffres qui ne l'ont pas forcément beaucoup rassuré. Donc on peut voir notamment, ce sont des statistiques, je dirais, réelles et sur des communiqués officiels. Donc il y a toute une, je dirais, des vulnérabilités non officielles qui grossissent encore les chiffres, mais on va rester sur les sources officielles. Donc les vulnérabilités, donc c'est un chiffre qui grossit d'année en année, une petite baisse en 2018 parce que l'année n'est pas finie, tout simplement. Idem pour les fuites de données. Donc on voit que les statistiques s'arrêtent en 2017, mais on voit que ça explose. Et voici donc les données perdues ou volées depuis 2013. Donc toujours de manière... Oui, je ne donnerai pas le chiffre pour ne pas me tromper, mais ça fait beaucoup. Et de manière plus rationnelle, ça fait donc 73 données volées toutes les secondes. Bon, bah Eric, il est pas rassuré, quoi. Donc on va commencer par la première question à se poser, c'est où héberger ces données, son serveur. Donc il a plusieurs possibilités. Donc il sait très bien qu'on peut héberger son propre serveur chez soi. Donc je dis à la maison, mais c'est souvent dans nos locaux, à l'entreprise. Ce qui a des avantages et des inconvénients, comme toute solution. Donc les premiers avantages sont le contrôle intégral, puisque donc on maîtrise absolument tout. On a la machine, l'OS, le FileMaker Server. Et pour une utilisation locale, c'est idéal,
puisqu'on est sur un réseau, disons, avec une très très faible latence. Donc c'est vraiment top. Le problème, c'est que l'on doit maîtriser le hardware. Donc s'il y a une panne de disque dur, une barrette de RAM qui flanche, ben c'est à nous de le changer. C'est à nous de s'occuper de ça. En termes de réseau, si on veut que ça marche correctement, faut mettre un petit peu le prix, donc ça peut devenir coûteux. Pas nécessairement, mais ça peut. Ça, effectivement, ça nécessite une expertise, un petit peu, pour se dire, bon, ok, est-ce que mon serveur est accessible depuis l'extérieur? Si je veux qu'il soit accessible, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc ça demande d'avoir quand même quelques connaissances. Et bien sûr, du coup, beaucoup de maintenance, puisque on a un contrôle intégral. Et donc, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ensuite, il s'est dit, il y a quand même des choses, des endroits où on peut héberger, qui sont faits pour ça, ce qu'on appelle des data centers. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas d'investissement matériel à faire, puisque le matériel est déjà sur place, souvent c'est virtualisé. L'infrastructure est gérée par le data center, donc tout ce qui est réseau, une partie de la sécurité. Il y a un monitoring qui est généralement intégré à ces data centers, pour savoir si une machine est en panne ou ce genre de choses. Le data center est au courant et a des processus pour éviter justement d'avoir des pertes de temps. Gros avantage, pas d'accès physique aux machines. Parce que le fait est, quand on a une machine chez soi, n'importe qui, disons pour le moins peu scrupuleux pourrait venir, voir la machine, et à partir du moment où on a accès à la machine, il n'y a plus de sécurité qui tienne. Pour peu qu'on ait mis le mot de passe admin sur sa session, c'est fini. Donc voilà, donc data center, on ne rentre pas comme ça, clairement pas. Et on a un contrôle intégral sur l'intérieur de la machine virtuelle, donc sur FileMaker Server. Gros avantage. Les problèmes de cette solution, c'est que le data center a des responsabilités assez limitées. C'est-à-dire que si vous perdez vos données sur votre serveur, que vous n'aviez pas prévu vos propres backups, data center va dire on est désolé, ça c'était pas nous. Donc voilà. Il s'agit de gérer de bout en bout, que ce soit l'OS, l'installation de FileMaker Server. Donc ça demande quand même quelques connaissances. Et enfin, le data center ne vous aidera jamais avec l'installation de FileMaker Server, puisque c'est pas leur boulot. Et enfin, quel data center choisir? Comment on choisit un data center? L'idéal, c'est de prendre un data center plutôt proche de chez soi, ou du moins plutôt proche de l'endroit où sera utilisée la solution FileMaker, puisque bon, comme toute liaison internet, il y a une histoire de distance. Si vous prenez un data center en Chine, vous allez avoir quelques latences, ça va être long. Si vous le prenez à Londres, à Paris, ce sera pas mal, vraiment pas mal. Donc la proximité, c'est bien. Backbone, c'est un terme que je n'ai pas traduit. En gros, c'est la grosseur des tuyaux. C'est-à-dire que si vous prenez le nouveau data center qui a été ouvert au fond de la Creuse, c'est pas une bonne idée. Il n'y a pas de data center dans la Creuse. Et il y a une bonne raison. Et enfin, l'infrastructure. Donc c'est-à-dire pareil sur des OVH à des data centers, Amazon a des data centers, et ce sont clairement des entités qui maîtrisent leur sujet et qui ont vraiment du poids dans ce domaine. Mais tous les data centers ne se valent pas. Ils ont tous leur politique de sécurité. Donc est-ce qu'on peut y accéder physiquement? Est-ce qu'on a besoin d'un contrôle rétinien, de couper son doigt ou ce genre de choses pour rentrer? Ils ont tous leurs garanties qui sont différentes et ce qu'on appelle un SLA, ce qui est une sorte de contrat de service. Donc c'est-à-dire ils s'engagent à 99,99999% de disponibilité de service, et s'il y a plus de 4 heures de problème, bon, ils sont amenés à vous donner des compensations. Les data centers sont sujets à des certifications, donc ISO 27001, PCI DSS, je détaillerai pas, mais voilà, il y a des certifications de sécurité, de processus, de qualité, et les data centers y sont sujets. Il y a enfin la solution des partenaires hébergeurs FileMaker, comme FM Connection par exemple, qui ont les mêmes garanties qu'un data center, puisque derrière, nous allons utiliser ces infrastructures-là.
Sauf qu'en plus se rajoute une expertise FileMaker, ce que le data center ne fournit pas. Et c'est tout ce qui est OS et installation de FileMaker est géré par le partenaire. C'est-à-dire que vous ne vous occupez quasiment de rien. C'est un avantage et un inconvénient en même temps, puisque pour garder une certaine cohérence, on va être parfois un peu rigide sur certaines règles, et ça peut ne pas vous arranger. Vous dites, par exemple, moi je voudrais accéder à la machine, à l'OS, c'est quelque chose que l'on sera en mesure de refuser. Donc voilà, ça peut être un inconvénient. Les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire que nous allons nous occuper par exemple des sauvegardes des données, ce genre de choses. Donc en cas d'une perte, une base de données qui a été complètement plantée, on sera en mesure d'en restaurer une. Par contre, si vous décidez d'éclater toutes les données qui sont dedans, de ne pas le dire, et d'arriver 4 mois plus tard en disant « Au fait, ma solution ne marche plus », voilà, ce sont des responsabilités partagées. Et le coût est plus élevé puisque l'on rajoute évidemment une notion de service de la part du partenaire. Donc, pour choisir un partenaire hébergeur, donc il y a le site FileMaker sur lequel il y a une liste exhaustive. Voilà, attention juste aux partenaires qui proposent encore des versions qui ne sont plus forcément supportées. Pour rappel, la 14, l'arrêt du support de la 14 était en septembre. Donc voilà, dernière version supportée, 15, 16, 17. Et enfin, donc FileMaker Cloud. FileMaker Cloud, donc qui du coup produit par FileMaker, qui profite d'une installation assistée par FileMaker. C'est très sécurisé, très bien. Ça profite des infrastructures d'Amazon, donc d'AWS. Ce sont de très bonnes infrastructures, donc quelque chose de stable, de fiable, et ça c'est vraiment bien. La gestion de FileMaker est simplifiée, ce qui est un bonus dans votre cas. Les inconvénients sont par contre, donc, le FileMaker Server n'est pas tout à fait un vrai FileMaker Server comme le logiciel FileMaker Server. C'est-à-dire que certaines possibilités ne sont pas disponibles, comme, si je vous dis pas de bêtises, l'exécution de l'ajout de plugin, par exemple, côté serveur, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, ou pas encore. AWS peut être un obstacle, c'est-à-dire que si vous vous êtes déjà baladé sur les interfaces de AWS, vous devez savoir de quoi je parle. C'est pas simple. Comment? Oui, j'ai les coûts variables. C'est ça, c'est qu'en fait, il est très difficile de savoir combien va nous coûter un hébergement AWS. Parce que donc il y a une possibilité d'arrêter, d'éteindre les machines pour que ça ne nous coûte pas trop. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas dire bon bah voilà, cette année ça va me coûter tant. Si on fonctionne avec cette méthode-là, donc c'est un inconvénient. Et le support peut être limité. Donc voilà, donc les 4 options à la maison, le data center, le partenaire et FileMaker Cloud. Bon du coup, Eric, pas fou, il se dit je vais prendre le data center. Maintenant, de quoi avons-nous besoin? Tout d'abord d'une machine, d'un système d'exploitation pour faire tourner sa machine, du logiciel d'installation FileMaker Server, d'un certificat de licence dans le cadre de la 17, d'une adresse pour donner à son serveur pour pouvoir la joindre, donc ce qu'on appellera donc un domaine, le DNS et le FQDN, tout ça peuvent être gérés et achetés surtout chez des prestataires comme Gandhi, OVH, One and One, bon et bien d'autres, mais je les connais pas tous, et qui sont à même de vous fournir ça. Un certificat SSL, point sur lequel je reviendrai plus tard, et donc évidemment une solution FileMaker à héberger. Concernant la machine, on conseillera toujours, et ça fait partie des recommandations de FileMaker pour l'hébergement d'un FileMaker Server, la machine doit être dédiée à FileMaker Server. Donc évitez d'en faire un serveur de fichiers, puis un serveur DNS, puis un serveur, voilà. Une machine, une utilisation. Vous éviterez bien des tracas. La machine peut être en colocation, c'est-à-dire que dans un data center, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un espace que le data center vous loue, vous mettez votre Mac mini, donc en fait, c'est un espace de colocation. Voilà, votre machine est hébergée physiquement chez le data center.
Ça peut être un serveur dédié, donc une machine un peu dans le même style mais que le data center vous fournit. Et enfin donc un VPS, donc là c'est le data center qui s'occupe de tout. Il a des très gros serveurs sur lesquels il virtualise. Donc une seule machine peut contenir énormément de machines virtuelles de différentes puissances. Voilà, donc on s'attardera plutôt sur le VPS, car c'est quand même celui qui présente le plus d'avantages. Tout d'abord, il est sécurisé, puisqu'il fait partie de l'infrastructure du data center, pas d'accès physique, puisque la machine physique n'existe pas vraiment. C'est adaptable, c'est-à-dire si à un moment vous êtes en manque de ressources, vous êtes tout à fait à même de rajouter du disque, des ressources, de la RAM, ce genre de choses. Il y a la possibilité de prendre des snapshots. En gros, c'est une capture instantanée de la machine à un instant T. Donc, voilà, vous vous apprêtez à passer de... Allez. Si vous vous apprêtez à faire une grosse mise à jour Windows, vous faites un snapshot, vous faites votre mise à jour, ça marche pas, vous restaurez votre snapshot. Et la machine est identique à avant. Les data centers profitent de systèmes de failover en cas de problème matériel, c'est-à-dire, comme je le disais, s'il y a une panne au niveau d'un disque dur, ce genre de choses, c'est instantané et transparent. Vous ne voyez rien du tout. Tout est géré au niveau du data center. La licence OS est généralement inclue dans l'allocation. Donc, voilà, vous louez votre machine, Windows Server, en l'occurrence, est déjà installé, ou un Ubuntu, ou voilà. Les VPS avec macOS dessus sont très rares. Je dirais même, ça se fait extrêmement rare maintenant. On n'en trouve plus. Et enfin, donc maintenant, les data centers proposent par défaut du SSD, donc un accès disque extrêmement rapide, ce qui provoquera un gain de performance certain pour votre FileMaker serveur, pour le système et tout le reste. Donc ça c'est top. Les spécifications recommandées par FileMaker, donc pour un serveur lambda, donc c'est 4 cœurs, 8 Go de RAM et un minimum de 80 Go d'espace disque. Tout dépend évidemment de la taille de la solution. Si vous avez 160 Go de photos dedans, on va prévoir un peu plus. Mais tout est marqué sur l'aide de FileMaker. Enfin, le système d'exploitation supporté. On parlera toujours de la dernière version de FileMaker Server, évidemment. Donc on parlera de macOS 12, 10.12 et 10.13, de Windows Server 2016. Comme je le disais, en data center, ça va être difficile de trouver du macOS, donc on suggérera plutôt du Windows Server et la dernière version, donc le 2016. Et enfin, donc le Windows Server 2012 R2, qui maintenant commence à être un peu ancien, mais qui fonctionne encore très bien, et les versions de FileMaker récentes supportent encore cet OS. Maintenant, il va falloir préparer un peu son système d'exploitation. Qui dit machine sur Internet, dit port. Sur une machine, on peut y rentrer par des ports. Avec FileMaker, il y a plusieurs ports qui sont essentiels, donc le 5003 pour pouvoir y accéder avec votre FileMaker Pro, le 80 et le 443 pour les accès HTTP et HTTPS. C'est utilisé pour le web direct et notamment pour des conteneurs en streaming, par exemple des PDF en mode interactif. Ce genre de choses peut être utilisé. Le port 16000, c'est pour la console d'administration, merci. Et le port 2399 qui est facultatif dans la mesure où il ne sera utilisé que pour les connexions ODBC. Voilà. Il y a aussi le port 16002, pour ceux qui ont suivi ma session de l'année dernière sur les masters et les workers. C'est ce port-là qui est utilisé entre les machines. Donc c'est un port qui est à ouvrir sur les workers et les masters. Et enfin donc fermer les ports inutiles. Parce qu'ils n'ont pas lieu d'être, et plus on ferme de portes, et plus on sécurise son serveur. Enfin, pour se connecter à son serveur, de manière pour physique, mais pour se connecter à distance, on utilisera donc le connexion de bureau à distance pour Windows, et on évitera au maximum les accès directs depuis l'extérieur. C'est-à-dire en évitant d'utiliser le logiciel d'accès à distance de Windows. Généralement, les data centers vous prévoient une petite interface web sur laquelle vous pouvez accéder à votre machine, sachant que normalement, c'est pas la chose que vous avez à faire le plus souvent.
C'est une fois que la solution est mise en place, que les backups sont mis en place, FileMaker Server tourne, FileMaker Pro tourne, les deux se connectent. L'OS, globalement, on peut le laisser tranquille un certain temps. Donc voilà, on sait que par souci de commodité, il sera plus simple d'utiliser une connexion de bureau à distance classique. Mais pour le peu de fois que l'on aura besoin de le faire, ce ne sera pas forcément nécessaire. On peut sécuriser en ajoutant un VPN, c'est-à-dire en gros utiliser une connexion de rebond, se dire voilà, moi je pars de là, je vais me connecter là, j'y accède pas directement, je n'autorise que ce point-là y accéder uniquement depuis cette adresse-là. Donc en fait la connexion fera un petit détour, ce sera plus sécurisé. Ou bien un portail SSH, c'est la gorge sèche. Un portail SSH, où même principe, en fait, vous n'autorisez qu'une seule IP, une seule adresse à rentrer sur ce serveur. Et le port 3389, donc est sécurisé pour l'accès à distance. Dans la présentation, il y a quelques petites citations que je n'ai pas traduites, parce que bon, pour les sortir de leur contexte et pour éviter les erreurs. Dans l'idée, un accès à distance dans un aéroport international peut être acheté pour 10 $ sur le marché noir. C'est quelque chose qui se fait très facilement. D'où l'intérêt de limiter cet accès le plus possible. Comme je le répète, quelqu'un qui a accès à votre machine, il a accès à tout. Donc, protégé. On évitera les autres applications, telles que VNC, TeamViewer, et d'autres. Et laisser une connexion TeamViewer ouverte en permanence, alors que l'on a besoin d'aller sur son serveur que 3 fois par an, ça sert à rien. Et c'est dangereux. On a eu il y a peut-être quelques années maintenant, un hack comme ça de TeamViewer où il était possible de lister toutes les connexions ouvertes et de rentrer. Parce que la plupart du temps, on ne mettra pas de mot de passe, donc on rentre. Les partages de fichiers comme Samba, SMB pour le partage Windows, c'est un protocole qui, pareil, est une vraie passoire à éviter. Et étant donné que le serveur Windows sera plutôt ne sera dédié qu'à FileMaker Server, évitez le partage de fichiers. FTP éventuellement pour récupérer des sauvegardes, mais là encore, il est à sécuriser avec un certificat SSL sur des ports bien définis. Ensuite, le FileMaker Server. Lors de l'installation, vous avez le choix pour le nom de compte principal et pour le mot de passe. Donc, il sert à se connecter à la console d'administration et donc à télécharger les bases, les arrêter, les supprimer, ce genre de choses. C'est aussi le seul utilisateur à pouvoir utiliser l'API admin, c'est-à-dire pour recevoir quelques données depuis la console d'administration en API. L'idée, c'est de ne pas rester en admin, ni admin 1, 2, 3, 4, ni route. Hein, ce genre de choses, c'est complètement à éviter. Donc mettez par exemple en username, mettez Florian Guilbert, le super administrateur. C'est assez compliqué. Et le mot de passe, on va le mettre un peu différent. On va mettre le super administrateur. Voilà, un code PIN qui vous permet en cas de problème de changer le mot de passe en ayant accès directement à la machine. Le code PIN, c'est bien de ne pas le perdre. Si on le perd, on est obligé de désinstaller FileMaker Server et de le réinstaller. Voilà, bon. Le code PIN, c'est 4 chiffres. Voilà, faut pas le perdre. Facile. Oui, dans les onglets de sécurité de FileMaker Server, il y a la possibilité de filtrer les bases de données auxquelles les clients ont le droit d'accéder. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à FileMaker Server pour la première fois, comme on l'a fait par exemple pour le training hier, quand vous vous connectez à FileMaker Server, vous avez une première authentification. Cette première authentification vous donne l'accès à la liste des fichiers disponibles. Si vous ne cochez pas cette case-là, vous voyez tout. Si vous cochez cette case-là, en gros, seules les bases sur lesquelles vous avez un compte dessus n'apparaîtront. C'est important. On peut définir plusieurs administrateurs grâce au groupe d'authentification externe. Donc c'est sur la machine. On détermine un groupe. Donc là, en l'occurrence, on a mis FM Group Admin et dans lequel on va rajouter des utilisateurs. On va en mettre 3. Ben, on pourra considérer que ces 3-là, en plus
de l'accès premier que l'on a créé lors de l'installation pourront accéder à FileMaker, à la console d'administration. Et enfin, par-dessus tout, installer un certificat SSL customisé pour vos connexions. Voilà, là c'est la partie qui va commencer à être rigolote. Quand on parle de certificat SSL, on va parler de TLS et SSL. Et pour ça, ça résout plusieurs choses. Quand vous en entendez parler souvent, vous pensez chiffrement. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout le seul élément. Un certificat SSL va vous permettre d'identifier un serveur ou un service, qu'il chiffre bien sûr le contenu de la communication. Il vérifie l'intégrité de la communication, c'est-à-dire que les données qui partent sont les mêmes que les données qui arrivent sont les mêmes que celles qui partent, et il vérifie l'authenticité de la communication. C'est un ensemble. Donc la validation. Alors, comment on peut savoir que le certificat SSL de theclipfactory.com appartient à ClipFactory? Elle est garantie donc par quelqu'un, une autorité de certification. Donc une autorité qui certifie vraiment que, par plusieurs vérifications lors de l'achat, va dire ok, cette société-là, c'est bien ce domaine-là, donc ce certificat appartient bien à cette société. Donc il peut y avoir une tierce partie de confiance, j'y reviendrai un petit peu après. Et donc l'autorité de certification, c'est elle qui définit les règles. Donc c'est tout ce qui concerne les certificats SSL, c'est vraiment une notion de confiance. Typiquement dans la rue, où il y a quelqu'un qui descend d'une voiture de police, habillé en policier, qui vous demande vos papiers, vous allez lui faire confiance, vous allez lui montrer vos papiers. Ouais. Si par contre il y a un mec qui est habillé en civil, qui vient au bout de la rue, qui vous demande vos papiers, la présentation est exactement la même, et pourtant lui, je suis pas certain que vous lui filiez votre carte d'identité. Moi je le ferai pas en tout cas. Donc voilà, donc ces autorités-là sont faites pour ça. Et enfin, on ne peut jamais garantir un certificat autosigné, puisque donc le certificat autosigné, typiquement, c'est la personne dans la rue, habillée en civil, qui vous demande vos papiers. Pas confiance. Il y a plusieurs niveaux de validation. Donc chaque niveau de validation correspond à une utilisation, à un domaine d'utilisation de certificat SSL. Donc on a la validation du domaine, qui certifie donc qu'une adresse particulière appartient bien à un propriétaire, donc en l'occurrence The Clip Factory. Et quand vous rentrez dans les détails d'un certificat sur un site web, c'est là que vous allez voir, ok, bon, apparemment ça appartient bien à cette société-là, c'est tout bon. C'est basé sur la vérification du nom de domaine. Quand vous achetez un nom de domaine, il y a des renseignements que vous renseignez qui concernent le nom de la société ou votre nom particulier avec quelques coordonnées. C'est basé sur ces données-là. Avec le RGPD, maintenant, c'est un petit peu changé puisque le WHOIS n'est plus forcément public. Donc, voilà. Et c'est souvent donc un achat gratuit ou pas très cher. On va dire en dessous autour d'une vingtaine d'euros, ça peut monter jusqu'à 100 euros, mais pas plus. On a enfin les validations un peu poussées de l'organisation, c'est-à-dire que l'on va avoir un contact de la part de l'autorité de certification qui va vraiment pousser un petit peu plus la vérification, trouver par exemple un numéro de téléphone sur un annuaire public, dire bon ok j'appelle, ok je voudrais la personne qui apparaît dans ce fameux WHOIS, et si l'autorité arrive bien à joindre cette personne-là, bon bah ok, on peut déterminer que c'est bon. Et enfin il y a les validations étendues qui reprend la même validation que pour l'organisation. Par contre là on va devoir fournir par exemple un cabis ou ce genre de choses. Donc là généralement, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Et surtout, il y a des compensations financières en cas de... Si une communication, on va dire donc un échange HTTP, etc., est corrompu, qu'il y a une preuve de cette corruption, qu'il y a une perte d'argent, une perte de données, l'autorité de certification sera amenée à verser des compensations. On ne peut pas parler de certificat SSL sans parler de Let's Encrypt. Let's Encrypt donc, est une autorité de certification qui a la faculté énorme de délivrer des certificats gratuits.
ce qui est très intéressant pour les sites web notamment. On a pensé que ça pouvait être intéressant pour FileMaker. C'est le seul moment où je vais en parler, puisque bon, c'est pas pertinent. La vérification est uniquement sur le nom de domaine. C'est-à-dire, voilà, vous achetez un nom de domaine, ça correspond à votre nom, pof pof, voilà, vous avez un Let's Encrypt sans problème. Très facile. L'usage qui sera recommandé, c'est plutôt pour des sites vitrines, donc avec aucune donnée, enfin aucun panier, aucun échange monétaire sur ce site. Et ça va vous aider simplement pour le référencement Google ou ce genre de choses. Ça permet, dans un premier temps, d'avoir son site en HTTPS, ce qui est très bien. Il n'y a pas de garantie, puisque c'est gratuit, donc pas de garantie. L'autorité de certification est une autorité très récente, très jeune. Voilà, ça va évoluer, ça continue toujours d'évoluer, ça grossit très très vite, puisque du coup c'est un succès très certain. Et ça peut avoir une conséquence, donc ce qu'on appelle un SPOF, ou un Single Point of Failure, c'est-à-dire un seul point de... pas d'échec, mais de vulnérabilité. C'est-à-dire que si l'autorité de certification est corrompue par un hacker ou ce genre de choses, bah c'est 80% des sites web sur le net qui sont corrompus. Potentiellement corrompus. Voilà. Donc c'est gratuit, mais il n'y a pas de garantie. Et enfin, donc pour les autres autorités de certification, les vérifications peuvent aller du nom de domaine, donc comme Let's Encrypt, jusqu'à étendu, comme on l'a vu précédemment. On peut l'utiliser pour un échange de données confidentielles, de données monétaires ou ce genre de choses, et ça peut être utilisé pour plein de choses, donc chiffrement d'emails, de transfert FTP, du web, tout un tas de choses. Des garanties. Et oui, je sais pas parler, mais pour la durée du renouvellement, généralement, un certificat, on va l'acheter pour 1 an ou pour 2 ans. L'achat pour 3 ans n'est plus toléré, parce que 3 ans, c'est une période très longue. Et en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc en 3 ans, il y a de fortes chances que le certificat ne soit plus aussi efficace. Let's Encrypt, lui, le renouvelle tous les 3 mois. Au niveau de la fiabilité sur les autres autorités de certification, donc elles sont considérées comme beaucoup plus fiables, mais l'histoire nous a prouvé qu'il y a eu des accidents. On a vu des autorités de certification entières être complètement évincées, par Google notamment. C'était le cas de Symantec. Merci. Donc de Symantec, du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais il y a eu du coup une corruption de cette autorité. Et Google a dit, maintenant mon navigateur ne fera plus confiance au certificat Symantec. Sympa. Donc voilà. Par contre, les autres autorités de certification, ça coûte plus cher et peuvent avoir des procédures d'achat un peu compliquées. On va expliquer maintenant ce qu'est une chaîne de confiance. Un certificat passe forcément par une chaîne de confiance. Donc si on passe par un certificat autosigné, donc le certificat autosigné, je le rappelle, c'est le monsieur dans la rue qui demande vos papiers, on voit sur notre exemple qu'on a par exemple FileMaker Root Authority, donc le certificat est délivré, l'autorité de certification est FileMaker, et il nous donne un certificat final. Ce genre de certificat n'est pas considéré comme sûr. Sur les certificats que l'on achète, on voit qu'il y a un troisième. Il y a un troisième certificat. Parce qu'on passe par une seconde autorité de certification qui est intermédiaire. Ça peut être un revendeur. Dans un exemple un peu plus concret. Donc on a Emma qui est chargée clientèle pour The Clip Factory et qui a l'intention de faire un beau contrat avec Apple. Donc ça va être pas mal. Et là, il y a Jackie qui se présente et qui dit je vais signer le contrat avec vous. Mais est-ce qu'il a l'autorisation pour signer des contrats? Et comment puis-je lui faire confiance? Cela dit, il a l'air sympa. Et là, il dit, voilà, ça c'est mon autorisation, c'est signé par EDQ, et il est vice-président senior logiciel et services et Internet. Super. Mais moi je le connais pas. Ok, bonjour EDQ, mais je ne sais pas qui tu es. Et là, EDQ, il dit, voici la preuve de mon autorisation. C'est signé par Tim Cook. Normalement, on connaît Tim Cook. Voilà.
Ce qui fait que de part... donc du coup, Tim Cook, oui, puisque c'est une figure connue, lui signe sa propre preuve. Et voilà. Donc, ce qui fait que de par la chaîne de certificats, on se dit, ok, Jackie fait confiance à Eddie Q. Eddie Q est autorisé par Tim Cook, donc indirectement, Jackie est autorisé par Tim Cook. Ok. Je connais Tim Cook, donc c'est bon. Voilà. C'est ce qu'on appelle la chaîne de confiance. Et là, on retrouve nos 3 certificats. Donc l'autorité suprême qui est Tim Cook, le certificat intermédiaire qui est Eddie Q, et le certificat, un terme que j'ai hésité à traduire. On parlera de certificat tout court, qui est Jackie. Et enfin donc, la chaîne de non-confiance, c'est du coup si l'autorité suprême est une autorité, je dirais, douteuse, le certificat intermédiaire l'est tout autant, donc Jackie, on lui fait pas confiance. Et on ne signe pas de contrat. La chaîne de confiance, du coup, il y a deux autorités suprêmes, donc qui sont Comodo et DigiCert. Let's Encrypt fait partie des autorités de certification hautes. Et comme j'ai dit, on n'en parlera plus. On considérera qu'il n'y en a que 2, Comodo et DigiCert. Et ensuite, il peut y avoir des autorités de certification intermédiaires. Donc Comodo est sa propre autorité intermédiaire. Il y a GeoTrust, il y a qui d'autre? Après, il y a tout ce qui est GoDaddy, ce genre de choses, Tote, ce genre de choses. En fait, sont aussi des autorités intermédiaires. Mais si on remonte dans la chaîne, elles font forcément appel à du Comodo ou du DigiCert. Voilà, ce que je disais. DigiCert, GeoTrust, et enfin notre certificat à nous, qui est considéré comme valide. Voilà. Mais du coup, on se dit, bah c'est bien, mais moi, Tim Cook, je le connais pas non plus personnellement. Pourquoi un utilisateur devrait faire confiance? Eh bien, en fait, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin de vous occuper. Les éditeurs de logiciels et de systèmes d'exploitation s'en sont occupés pour vous. C'est-à-dire que eux ont une confiance aveugle en ces personnes-là, en ces autorités de certification, et donc ce sont des données qui sont renseignées dans votre système d'exploitation, dans vos navigateurs et dans vos applications. Et ce qui notamment, quand par exemple, quand Google dit, bah, moi mon navigateur n'autorisera plus les autorités de certification comme Symantec. Voilà, c'est au niveau du navigateur que ça se passe. Donc au niveau du système d'exploitation, vous pouvez en ajouter. C'est votre choix. Mais vous pouvez aussi en révoquer. Donc c'est-à-dire que si vous dites, bah, tiens, Symantec, mais je fais plus confiance, vous pouvez tout à fait les désactiver. Dans FileMaker, c'est pareil, elles sont hard-codées. Donc on retrouve du Comodo, du Ntrust, du GeoTrust. Voilà. Qu'elles sont stockées. Et là, par contre, on ne peut pas y toucher. Voilà. Donc, acheter un certificat SSL. Qui s'est déjà essayé à acheter un certificat SSL? Beaucoup. Qui ont trouvé ça simple? Ok, j'ai noté. Donc on a besoin de quoi? On a besoin d'une adresse. C'est important. On ne met pas un certificat SSL sur une adresse IP. C'est forcément une adresse nommée, ce qu'on appellera un FQDN. Donc par exemple, monserveur.theclipfactory.com. Il nous faut donc un enregistrement whois, mais généralement c'est ce qui va de pair avec la déclaration d'un DNS, c'est d'un FQDN. C'est quelque chose qui est complètement renseigné normalement. Une preuve de l'existence de votre organisation, c'est mieux. Et même en tant que particulier, généralement ça pose pas de problème. C'est pas des grosses preuves, c'est pas toujours le cabis et puis l'huissier qui vient certifier que vous êtes bien. Non, c'est pas aussi compliqué. Et enfin donc, FileMaker Server, OpenSSL ou 2IS pour créer une demande de certificat. Je vais y revenir dans pas longtemps. Le FileMaker Server, comme si vous êtes déjà baladé dans une console d'administration, vous avez sûrement dû voir qu'il a besoin de 3 choses, ou 4.
La quatrième est facultative. Donc un certificat, une clé privée et un certificat intermédiaire. Et un password, un mot de passe, pardon. J'ai été un peu vite. Voilà. Donc la clé privée, c'est quoi? C'est juste un fichier texte. Mais la clé privée correspond obligatoirement à votre demande de certificat. Cette clé privée est en aucun cas à partager. La clé privée va sur votre serveur et c'est tout. Vous ne la donnez à personne, même pas à l'autorité de certification. Jamais. Et enfin, donc le CSR, donc qui est la demande de certificat. Donc voilà, comme je le marquais, comme je le disais, on ne partage pas sa clé privée. C'est comme les brosses à dents et les slips. Enfin bon. Donc c'est un fichier qui sert à réclamer son certificat. Il contient quelques informations, alors tout est chiffré, ça ressemble à rien, on peut pas le lire à l'œil humain. Il y a des sites web qui vous permettent de vérifier si les informations qu'il contient sont les bonnes. Je mets un lien un petit peu plus tard. Donc il contient l'adresse, les informations de l'organisation et la clé publique à la fin. Pour générer une demande, et c'est souvent là que ça bloque. L'achat du certificat l'achat en lui-même est pas compliqué. Le problème souvent c'est de générer sa demande de certificat. Si vous allez sur le site de GoDaddy ou Komodo ou ce genre de choses, il va vous demander un CSR. Et là vous vous dites, super, mais j'ai pas de CSR. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Donc FileMaker prévoit un outil en ligne de commande. Oui, j'aime bien les lignes de commande. Donc il faudra aller sur votre serveur et taper les commandes telles que fmsadmin, certificate create. On a une aide qui est incluse qui vous permettra d'éditer votre demande. Et donc voilà, quand on crée une demande, on va spécifier l'adresse de son serveur, le nom de la société, le pays d'origine, donc la France, la ville, ça peut être la région aussi, et enfin donc un mot de passe qui n'est pas obligatoire. Donc voilà, donc on a le boîtier de commande en bas, ça nous génère quelques lignes de dialogue qui vont, si on le fait avec OpenSSL, ça va nous générer plusieurs lignes de dialogue qui vont nous demander le pays, le nom de la société, l'adresse que vous voulez créer, ce genre de choses. Donc voilà, ce genre de boîte de dialogue. On peut aussi le générer avec 2IS. Voilà, donc il y a plusieurs manières de le faire et il faut trouver celle qui vous va le mieux et surtout avec les outils dont vous disposez. Si vous avez un Mac, globalement, vous disposez d'OpenSSL. Vous pouvez le faire sur votre Mac. Si vous avez directement un FileMaker Server, faites-le avec FileMaker Server. Et si vous préférez le faire avec 2IS, qui est une méthode un peu plus graphique, qui est un peu plus simple, mais qui reprend exactement les mêmes informations. C'est toujours pareil. Voilà. L'adresse que l'on veut certifier, le nom de la société, la ville, le pays, ce genre de choses. Et le certificat est généré dans notre 2IS. Il faudra l'exporter. FileMaker a mis à disposition une liste plus ou moins exhaustive de certificats supportés. D'autres certificats peuvent fonctionner, c'est pas le problème, mais ceux-là fonctionnent, c'est certain. Voilà, donc quand vous allez, donc là c'est l'interface une autorité de certification. Voilà, donc là il vous demande le CSR, donc vous faites un copier-coller de votre super fichier. Et voilà, vous pouvez spécifier le genre de serveur que vous voulez, pour lequel vous voulez créer votre certificat. Vous ne trouverez jamais FileMaker Server dedans. Cela dit, FileMaker Server utilise le format Apache, c'est-à-dire 3 fichiers séparés en .pem, CRT ou CER, ce genre de choses. Donc à l'installation, une fois que l'on a acheté son certificat à l'autorité de certification, on met tous nos fichiers où il faut. On démarre le serveur et ça marche. Et certains ont dû avoir la super surprise de générer un certificat et d'avoir un point PFX, un point PX12, un P7B,
PK12, PKS12 je crois. Et donc ça, PKCS12, et en fait c'est donc le format 2IS que l'on ne peut pas importer dans FileMaker Server. Donc pour ça, on retournera sur l'outil formidable qui est OpenSSL, on peut tout à fait convertir, parce qu'en fait finalement, un P7B ou un PFX, c'est une capsule. Donc il suffit de décapsuler tout ça pour obtenir tous nos fichiers nécessaires à l'installation sur FileMaker Server. C'était la partie facile. Je bois un peu d'eau. Alors, quelques citations, je passerai rapidement dessus. Certaines sont bien compliquées exprès. Ce sont en fait des demandes que l'on peut trouver sur Internet à propos de la sécurité, du chiffrement, des alertes qu'ils ont pu voir sur Internet. Donc, par exemple, mon Dieu, mais la version V01 n'est plus supportée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis les attaques Beast et Poodle. Pardon. Voilà, et puis aussi éphéméral, Diffie-Elfman, ce genre de choses. Mais c'est des termes que vous avez que vous avez à peu près tous pu voir sur Internet, sur des forums ou ce genre de choses, et qui posent des problèmes. Voilà. Donc voilà. Je vais assez rapidement dessus. Voilà. Le SSL 3 ne fonctionne plus, n'est plus sécurisé. Mon Dieu, mais qu'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Donc là, Eric, il se fait... Hein. Et là, il se renseigne un petit peu à propos du TLS. Donc le TLS, il y a plusieurs versions. Idem pour SSL. On imbriquera tout sous le terme de TLS. Voilà, donc il y a eu le SSL 1, 2, 3. Le 2 fonctionne toujours et le 3 est déjà corrompu. Le TLS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Donc le 1.3 étant le plus récent. Et c'est généralement les versions les plus récentes qui sont les plus sécurisées, mais pas toujours, comme dans le cas de SSL 3, qui est déjà corrompu et depuis un sacré moment. Voilà. Et pour briser toute idée préconçue, ce n'est pas qu'un élément côté serveur. Un SSL, comment ça marche? Ça marche avec des clés. Voilà. On a les clés symétriques et les clés asymétriques. TLS combine les deux. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Tout simplement, on a une clé, on a un message secret. Le message secret est chiffré avec notre clé, et pour déchiffrer ce même message secret, on utilise exactement la même clé, comme vous feriez avec votre porte d'entrée. Les clés asymétriques, ben c'est la même chose, sauf que la clé pour déchiffrer n'est pas la même. Donc voilà, et là ça ne marche pas comme votre porte d'entrée. Voilà. Donc on a à droite, à gauche, la clé privée, et à droite, la clé publique. La clé publique, elle est publique, c'est une clé que l'on peut, entre guillemets, distribuer. Et la clé privée n'est contenue que sur le serveur et ne bouge pas. On ne la diffuse pas. Voilà. Je vais aller très rapidement là-dessus. Vous entendrez souvent parler de ciphers. Alors des ciphers, ce sont en fait des algorithmes de chiffrement. Voilà. En gros, pour que les communications puissent bien passer, il faut que les deux entités puissent avoir les mêmes algorithmes de chiffrement. Sinon, ils ne peuvent pas communiquer, ils ne se comprennent pas. Voilà. On va rapide. Et du coup, sur votre FileMaker Server, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Bon. Comme on l'a vu en début de session, FileMaker Server va discuter sur le port 5003, donc de FileMaker Pro à FileMaker Server. Sur le port 443 et le port 16000, on ne parlera pas du port 80 puisque c'est un port qui n'est pas sécurisé. Voilà. Et enfin, les workers et les masters vont parler tous les deux sur les ports 16002. Sur les dernières versions de FileMaker Server et FileMaker Pro, sur le port 5003, ce sont ces niveaux de TLS qui vont être utilisés. Donc, des versions récentes et efficaces, donc sécurisées. C'est bien, il y avait un pouce. Et là, en fait, on s'aperçoit que sur FileMaker Server, selon la version, eh bien, il y a des versions qui sont tolérées et d'autres qui ne le sont plus. Donc voilà, donc par exemple de la 15 à la 17,
c'est TLS 1.2 qui est supporté, et la version 14 à 12, plus ou moins, et souvent la version inférieure qui est supportée. C'est ce qui explique notamment les incompatibilités de version entre, là ça va pas être le bon exemple, mais entre la 14 et la 17, c'est principalement pour des raisons de sécurité. Parce que les manières de communiquer ne sont plus les mêmes. Le niveau de sécurité n'est pas le même du tout. Donc voilà, donc pareil entre les masters et les workers, ça communique bien de manière sécurisée, c'est bien. Sur un serveur Apache, donc quand vous hébergez par exemple votre FileMaker Server sur un macOS, c'est Apache qui est utilisé. Ça utilise aussi les dernières versions de TLS. C'est bien. Et là, on passe à 2IS. Donc typiquement, quand vous hébergez un FileMaker Server sur Windows Server, il y a un petit truc qui se rajoute, c'est qu'en fait le type de cipher, donc les algorithmes de chiffrement, sont gérés par Windows et par 2IS. Donc ça dépend du système d'exploitation, ça dépend de la version de 2IS, et pour ajouter un peu de complexité, ça dépend de FileMaker Server. Et donc là, un petit résumé, je voulais jeter un œil. Globalement, sur un OS assez populaire, mais qui supporte un grand nombre de versions de FileMaker Server, donc Windows Server 2008 R2, et ben on voit qu'il supporte plein de versions, on va pas dire toutes, mais il va supporter beaucoup de versions de TLS, et notamment la version SSL 3, qu'on a dit qu'elle était complètement obsolète et corrompue. Et plus on avance dans les versions d'OS et de versions de FileMaker supportées, et plus la liste se réduit pour se diriger vers les versions les plus sécurisées et les plus récentes. FileMaker Cloud étant un super exemple, puisque donc il y a un gros travail, comme Douglas expliquait, et James, c'est qu'ils ont fait un gros travail justement sur le kernel, etc., pour faire de la sécurité hyper pointue. Voilà, donc là la preuve. On peut tester son installation, ça c'est chouette. Donc il y a des sites comme celui-là par exemple, ceux-là même. On met l'adresse de son FileMaker serveur, donc par exemple monserveur.theclipfactory.com, et donc il y a des tests qui vont être faits. Ils vont tester les attaques, les fameuses Beast, Poodle, ce genre de choses, sur l'adresse qui a été donnée. Et là on a une note. A+, c'est bien. F, c'est pas bien. Donc voilà, donc là on peut croiser avec le tableau précédent. Sur les vieilles versions de Windows qui supportent des vieilles versions de TLS et de SSL, les notes sont catastrophiques. Et plus on avance, mieux c'est. Je laisse prendre la photo. Voilà. Donc, web server 2IS sur les ports 443 et 16000, bah c'est pas bien. Mais quand on installe un FileMaker Server sur Windows Server, il y a bien moyen d'obtenir quelque chose de sécurisé. Oui. Windows, comme les versions de TLS sont gérées au niveau de Windows, on a moyen de rectifier ça, donc via le registre de Windows. Il y a des petites applications qui existent, donc notamment Nartac 2IS Crypto, qui vous permettent de dire moi dans mon ordinateur, je n'autorise que du TLS 1.2 et que ces types de cipher-là est dans cet ordre-là. Voilà, on a aussi donc un générateur de configuration qui va vous dire voilà, faut cocher ça, faut cocher ça. C'est pas quelque chose qui s'invente, clairement. Mais toute la documentation existe et vous avez moyen du coup de tuner un petit peu votre OS. Et c'est nécessaire. Sécuriser votre solution FileMaker. Donc là on retourne sur quelque chose d'un peu plus léger, quelque chose qui devrait vous parler un peu plus. On ne met pas d'utilisateur invité. On doit savoir qui sont les utilisateurs de notre base de données. C'est comme ça. D'autant plus que, comme je disais, FileMaker Cloud sert d'exemple et les invités ne sont pas tolérés. Ça ne marche pas. On ne peut pas activer d'invités sur les bases hébergées sur FileMaker Cloud. Il y a aussi, donc avec la 17, un dossier qui s'appelle dossier sécurisé. Donc lorsque l'on envoie un... Non, je vais retourner là. Lorsque l'on envoie une base sur un FileMaker Server, on a le choix de le mettre dans un dossier sécurisé. C'est un dossier qui est contraint, qui a des contraintes de sécurité plus importantes que le dossier normal. Donc, il ne tolérera pas l'ouverture du fichier si l'accès invité est ouvert, par exemple. Ou si non, ça c'est général, si le mot de passe admin n'a pas de mot de passe.
C'est intolérable, le serveur n'en voudra pas. On n'utilise pas de connexion automatique. Je vois assez régulièrement le compte admin avec le mot de passe dans la connexion automatique. C'est pas bien. Ce qui veut dire que la personne qui rentre, qui du coup ne s'authentifie pas, rentre dans votre base et se dit bon bah super, je fais ce que je veux. Non, c'est pas top. Clairement pas. Et FileMaker Server 17 refusera aussi l'ouverture du fichier sur le serveur. Hop, je reviens là-dessus. Oui, non, toujours, sachez qui sont vos utilisateurs. Je profite de cet écran-là. Il y a la version minimum de FileMaker que l'on peut spécifier. C'est sympa de mettre la version 12. Mais c'est quand même mieux en termes de sécurité de n'autoriser que les dernières versions, puisque elles profitent du même niveau de sécurité. J'y reviens un tout petit peu plus tard. Voilà. Donc, dans vos gestions de privilèges, on aura donc tous les utilisateurs doivent avoir un mot de passe. C'est important. Les mots de passe, c'est comme les clés privées, les slips et les brosses à dents. La liste n'est pas exhaustive, mais vous ne les partagez pas. Et si jamais vous avez du mal à gérer vos mots de passe, etc., sachez que maintenant vous avez la possibilité de faire des authentifications externes. C'est-à-dire en faisant appel aux services de Google, de Amazon et de Microsoft. Et donc, si vous renseignez les adresses mail, par exemple dans le cadre de Gmail, dans le cadre de Google, si vous spécifiez les adresses email de vos utilisateurs dans votre base, ils auront la capacité de se connecter avec leur mot de passe habituel, aussi faible soit-il. Mais bon, vous gérez pas cet aspect-là du coup. Voilà donc. Non, sauf si c'est le même que votre compte Google. Non, ce que je veux dire, c'est que non. Oui, donc toujours restreinte sur la dernière version, ou allez, celle d'avant, on va être un peu souple. Mais non, pas la 12, par exemple, qui elle a des vulnérabilités monstrueuses et connues depuis le temps. Donc, typiquement, le fait de pouvoir consulter les données dans le visualiseur de données sans être admin. Si vous autorisez les versions 12 à accéder à votre base, ça, oui, c'est possible. Les jeux de privilèges étendus, c'est comme les ports que l'on a vu en début de session, inutile de tout ouvrir. Si vous n'avez besoin que de l'application FileMaker, vous n'autorisez que le privilège étendu FMAPP. Ne mettez pas tout. Plus vous restreignez, mieux c'est. Et l'accès aux fichiers, si vous avez plusieurs fichiers qui doivent accéder entre eux, jouez-là intelligemment en fait, et vraiment faites des accès, je dirais, restreints et limités. Les stockages sécurisés, idem pour les conteneurs, soit vous pouvez les stocker en clair, ou vous pouvez les... Donc par exemple, si vous exportez tous vos fichiers images, souvent on peut voir qu'en allant directement sur la machine, on peut consulter tous les fichiers images. Quand c'est les images de vacances, c'est pas grave. Si c'est les factures ou ce genre de choses, ça peut être plus gênant. Donc toujours l'intérêt de chiffrer, de faire du stockage sécurisé. J'ai marqué les algorithmes de chiffrement, je vais pas les répéter puisque c'est pas non plus... faut pas les retenir. Et le chiffrement REST, qui est en fait le chiffrement, on va dire physique. C'est-à-dire que quand vous envoyez votre base de données, quand vous créez votre fichier FileMaker sur votre poste, vous êtes en mesure de dire, voilà, je veux le chiffrer. Donc quand vous l'envoyez sur un FileMaker serveur, cette clé de chiffrement vous sera demandée, votre mot de passe. Le mot de passe sera demandé pour pouvoir ouvrir ce fichier. Il est impossible d'ouvrir le fichier sans ce mot de passe. Et le fait est, c'est que si on perd le mot de passe, on perd la base de données. Elle ne marchera pas. Enfin, on ne peut pas l'ouvrir. Oui, et en cas typique, c'est effectivement l'employé qui avait effectivement accès au backup et qui se dit, bah tiens, moi je vais carotter un backup et j'accéderai aux données plus tard. Avec ce type de chiffrement, non. Donc on utilise le dossier sécurisé, mais j'en ai parlé un peu avant. Le dossier sécurisé, oui, c'est important. Il utilise les mêmes règles que FileMaker Cloud. Donc, comme je disais, toujours dans une optique d'exemple. FileMaker Cloud, c'est bien.
en termes de sécurité. C'était bon. Et c'est fini. Maintenant, la partie difficile est terminée. Un petit récapitulatif. Vous avez besoin d'une adresse pour votre serveur. Sinon, pas de certificat SSL. Le TLS et le SSL, c'est un petit peu plus que du chiffrement. Bon, le certificat, on a vu comment en acheter. C'est pas l'achat qui est compliqué, mais c'est plutôt la création de la demande pour acheter. La configuration par défaut de l'OS et du serveur web est rarement suffisante, surtout dans le cas de Windows. Comme ces versions de TLS, etc. supportées dépendent de l'OS, du serveur web, de la version de FileMaker, de vos versions de navigateur, de vos versions logicielles, mettez-vous à jour. C'est le meilleur moyen, parce que c'est leur boulot en tant qu'éditeur d'avoir des solutions sécurisées. Donc, plus on est sur du software récent, mieux c'est. Et enfin, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'infrastructure la plus sécurisée du monde, si vous avez laissé tout en invité et les mots de passe en clair, bah ouais, bah tant pis. Donc sécurisez votre solution FileMaker. Choisissez le bon environnement d'hébergement, en fonction de vos connaissances et du temps que vous avez envie d'y passer. Et voilà. Une petite question? Même pas. Oui. La question, c'est la connexion entre FileMaker et serveur, c'est sur le port 5003. Oui. Est-ce que c'est le même port sur FileMaker Go pour connecter avec ce serveur? Oui. Et alors, ça utilise le même... oui, ouais, toujours pareil. Oui, j'ai pas parlé de FileMaker Go, mais c'est le même principe. OK. Et une autre question, est-ce que ça ralentit quand tu fais comment est-ce qu'on dit le VPN? Non, le encoding address, non. Ça ralentit un peu, non? Non. En fait, le chiffrement reste ne va jouer que à l'ouverture du fichier. Mais une fois qu'il est ouvert par le serveur, voilà, il est ouvert, c'est fait. Est-ce que c'est sécurisé de faire un lanceur qui enregistre le mot de passe directement Non. l'ouverture, enfin l'utilisateur, même quand la première fois son mot de passe, il le garde sur sa machine, directement la base. Vous parlez par exemple du trousseau de clé Mac, typiquement. Le trousseau de clé Mac est protégé par le mot de passe de l'Apple, du Mac en lui-même. Oui. Si par contre l'utilisateur laisse son poste ouvert, ben non. Mais après c'est des règles de vie. Enfin oui, c'est vraiment de l'hygiène d'utilisation. Si on laisse son Mac ouvert, ben c'est qu'on n'a pas peur de perdre ce qui est dessus, quoi. Toujours pareil. À ça, qu'est-ce que je peux rajouter? Et en plus, si je dis pas de bêtises, dans le trousseau de clé Mac, si on y va, même si le poste est ouvert et connecté, si on va dans le trousseau de clés, pour mettre en clair, je crois qu'il faut retaper le mot de passe. Donc bon, il y a quand même quelques barrières supplémentaires. Bonjour, j'ai une question à propos des conteneurs sécurisés. Oui. Récemment, la semaine dernière, un client m'appelle, il a fait plusieurs fausses manips sur un fichier. Ouais. Il a cassé la moitié de son fichier, même plus. Ouais. Il l'a jeté, il a récupéré un backup dans son serveur. Oui. Alors il s'est connecté à sa console d'administration FileMaker Server pour supprimer le fichier qui n'est plus bon et pour installer une backup du matin même à la place. Okay. Il réouvre son fichier et dans sa table, de fichiers, il n'y a plus rien. On va regarder ensemble parce qu'il m'appelle et moi je m'aperçois que tout a été déplacé dans un sous-fichier qui s'appelle removed. Oui. Et donc de removed, on reprend tout, on remet à l'emplacement d'origine et ça revient. Oui. Alors. Mais si c'était sécurisé, si le conteneur avait été en stockage sécurisé, je ne sais pas comment on serait revenu. Pareil. J'explique en fait, effectivement, quand vous supprimez une base depuis la console d'administration, la suppression n'est pas définitive. Il va le mettre dans un dossier à part. Ce qui permet de sauver parfois, de se dire merde, c'est pas celle-là. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement un simple copier-coller peut. Voilà. Donc ça c'est bien.
Dans le cas des fichiers non sécurisés, en fait, vous allez avoir votre liste de dossiers avec tous vos fichiers images dedans, par exemple. En sécurisé, ce sera la même chose, sauf que les fichiers vont s'appeler 8C, 4A, etc. Et en fait, ils vont être découpés en plein de petits morceaux que seule la solution FileMaker est capable de lire, de comprendre, puisque c'est elle qui les a rangés comme ça, donc elle sait ce que ça veut dire et elle sait où c'est rangé. Le problème je pense que votre client a eu, c'est que la base a été restaurée, mais pas le dossier conteneur. Ce qui fait que la base, elle ouvre, elle fait oui, c'est cool, mais j'ai pas de conteneur. Si vous aviez simplement repris le dossier sécurisé ou non de conteneur, vous l'aviez mis à côté, la solution aurait retrouvé ses petits. Ok, merci. Et ben c'est chouette, je vois que tout le monde n'a pas dormi. Ah, j'ai eu peur en faisant ma présentation, mais je suis rassuré. Tu as parlé tout à l'heure de la colocation en data center. Oui. Oui. Alors, en fait, la seule différence que ça a avec en gros, la colocation, c'est comme avoir sa machine. C'est comme si vous aviez, du coup, vous décidiez de faire un serveur chez vous avec un Mac Mini. Et vous vous dites, super, mais moi j'ai une ADSL pourrie, et il me faut quelque chose de... Voilà, la machine, je m'en occupe, c'est pas le problème. Mais il me faut quelque chose de solide derrière, en termes de réseau, d'infrastructure, etc. Du coup, en fait, vous pouvez aller en data center physiquement, louer un espace, pour le coup physique, c'est un rack, donc tout est sécurisé par clé, etc. Ça va être des étagères. Vous mettez votre machine, c'est branché au réseau du data center. La partie réseau, du coup, est gérée par le data center, mais la machine est à vous. Et vous êtes plus ou moins libre de revenir au data center pour dire tiens mince, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à me connecter, pourquoi est-ce que c'est du réseau? Si c'est du réseau, c'est de la responsabilité du data center. Si par contre c'est la machine qui foire, c'est la vôtre, complètement. C'est juste c'est juste un emplacement. Ouais. Ok, merci beaucoup.